Avez-vous déjà réfléchi au fait que les milliardaires juifs représentent moins de 3% de la population américaine, mais 25% de l'ensemble des milliardaires du pays? C'est incroyable. Ils possèdent certaines des choses les plus cool, comme un billet de 250 000 $ qui leur permet, à eux ou à leurs amis, de voler n'importe où dans le monde quand ils le souhaitent. De plus, ils sont propriétaires d'un grand nombre de choses sur lesquelles nous comptons, y compris la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo en ce moment même. Comment sont-ils devenus si riches et pourquoi ont-ils tant d'influence en Amérique? Découvrons-le. Voici Michael Bloomberg. À quel point cet homme est-il riche? Imaginez le Yankee Stadium rempli de personnes valant chacune $1 million. Bloomberg est plus riche que toutes ces personnes réunies. Cet homme vaut moitié moins que Jeff Bezos et Bill Gates et 20 fois plus qu'Oprah Winfrey et Donald Trump. Bloomberg a une valeur nette équivalente à celle de 700 000 ménages américains. Il a assez d'argent pour acheter toutes les maisons du Wyoming et rester milliardaire. Et sachez qu'il pourrait faire un chèque de 150 $ à chaque Américain et continuer à nager dans les milliards. Avec cet argent, il dépense comme bon lui semble. Bloomberg possède plusieurs articles haut de gamme. S'agit-il d'un Dassault Falcon 900B d'une valeur de 44 millions de $? Vérifiez. Son siège à Londres vaut $1 milliard? Vérifiez. Un manoir géorgien de 22 000 pieds carrés avec 11 chambres et 8 salles de bain d'une valeur de 22 millions de $? Vérifiez. Ces dernières années, Bloomberg a dépensé des milliards pour acheter de la bonne volonté, faire taire les critiques et façonner la politique des cercles démocrates, créant ainsi un empire d'influence. À elle seule, sa campagne présidentielle a coûté plus de 400 millions de $ en publicité. Il a offert à son personnel des avantages qui rivalisent avec ceux de Google, avec des salaires près de 2 fois supérieurs à ceux des autres campagnes, des repas gratuits, de l'alcool, des iPhone 11 et des appartements meublés dans l'Upper East Side de Manhattan. Malgré tout, il s'est retiré de la course à la présidence en 2020 et Trump n'a pas manqué de se moquer de lui pour cela. Toutefois, Bloomberg est l'une des personnes les plus riches de l'histoire des États-Unis à se présenter à l'élection présidentielle et ses dépenses de campagne ont à peine entamé son immense fortune. Mark Zuckerberg. Petite question. Vous arrive-t-il de vous demander comment un homme, dont on ne sait même pas s'il s'agit d'un homme ou d'un extraterrestre, peut avoir une telle fortune? Comme nous le savons tous, il s'agit de Mark Zuckerberg. Et c'est un peu bizarre. Je veux dire, regardez-le essayer si fort de s'intégrer. Si nous devions deviner d'où vient sa fortune, nous serions tous d'accord pour dire que c'est grâce à Facebook. Mais avant d'être le grand Manitou de Facebook, il n'était qu'un étudiant typique, équilibrant les cours de psychologie, les sessions de codage alimentées par la bière et luttant contre l'insomnie. À Harvard, Zuckerberg a créé une application appelée Course Match, un programme qui aide les étudiants à choisir leurs cours en fonction des choix de leurs amis ou de leurs béguins. L'application a bien marché, mais son projet suivant, Face Match, a vraiment pris feu, une sorte de jeu numérique qui est le plus sexy. Il rencontre ensuite Divya Narendra et les jumeaux Winklevoss, qui lui présentent le concept de Harvard Connection, une plateforme de réseau social destinée aux étudiants de Harvard. Zuckerberg adapte l'idée et obtient le nom de domaine thefacebook.com le 4 février 2004, qu'il simplifie ensuite en Facebook. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Facebook s'est rapidement développé au-delà de Harvard, dans des universités comme Stanford, Columbia, Yale et d'autres encore. La décision de Zuckerberg de quitter Harvard et de se consacrer entièrement au site s'est avérée incroyablement lucrative. Soudain, les gens pouvaient communiquer avec leurs amis en ligne d'une manière inédite. C'était révolutionnaire, et le nombre d'utilisateurs n'a cessé de croître. Depuis l'entrée en bourse de Facebook en 2012, Zuckerberg a ajouté en moyenne 9 milliards de $ à son patrimoine net chaque année. Il s'agit de 9 milliards de $. Pour mettre les choses en perspective, il faudrait 34 ans à un salarié moyen avec un salaire de 50 000 $ pour amasser ce que Zuck gagne en seulement 60 minutes. C'est fou, hein? Avec autant d'argent et le niveau de controverse que Facebook a suscité au fil des ans, la sécurité est très importante pour le jeune milliardaire. Il a dépensé plus de 15 millions de $ en protection en une seule année. Il a des gardes à son domicile et partout où il va. Et comme il est le papa de Facebook, même après avoir licencié des milliers d'employés, on le voit toujours voyager avec style. Zuck a été trouvé en train de fréquenter son jet privé Gulfstream 4, un avion luxueux qui ne lui a coûté que 5 millions de $. Le lézard mobile mesure plus de 88 pieds de long, avec une cabine de 45 pieds, et peut transporter jusqu'à 13 passagers ainsi qu'un équipage de 2 personnes. Ce jet a été le premier jet d'affaires à disposer d'un cockpit entièrement vitré et est doté d'équipements haut de gamme tels qu'une sellerie en cuir crème, des tables à manger, des canapés et de superbes éclairages encastrés. Je suppose que le fait d'être une personnalité publique fortunée a probablement ses inconvénients, surtout lorsqu'il s'agit de la vie privée. Lorsque l'on dispose d'une telle fortune, dépenser quelques millions de $ pour un avion, c'est de la menue monnaie.
Meta dépense plus d'1 million de dollars par an pour s'assurer que lui et sa famille puissent sillonner le monde avec style et surtout en toute intimité. Ils utilisent l'avion pour tout, des réunions d'affaires importantes aux vacances en famille. Qui aurait cru que la vie privée pouvait être si importante, Mark? Qui l'aurait cru? Le prochain sur notre liste n'a pas dépensé 400 millions de dollars dans une campagne présidentielle comme Bloomberg et personne ne se demande s'il est humain. Mais beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, le considèrent comme la racine du mal. Le suivant est un milliardaire juif au franc-parler dont la tendance à dire ce qu'il pense lui a parfois coûté cher. Mark Cuban. Mark Cuban, né de parents juifs, Norton Cuban et Shirley Feldman, est l'une des personnes les plus riches d'Amérique, avec un patrimoine net de 5,4 milliards de dollars. Il possède des choses incroyablement chères, comme un billet de 250 000 dollars qui lui permet, ainsi qu'à ses invités, de voyager gratuitement dans le monde entier, un yacht de 130 millions de dollars et les Dallas Mavericks de la NBA qu'il a acheté pour 285 millions de dollars et vendu à Miriam Adelson pour 3,5 milliards de dollars. De plus, il est un investisseur régulier de l'émission Shark Tank sur ABC. Mais atteindre son niveau de réussite ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mark Cuban a commencé son parcours dans les années 80 en vendant des logiciels pour une société au nom accrocheur, Your Business Software. En 1982, il a lancé sa propre entreprise, Micro Solutions, qu'il a revendue 8 ans plus tard pour la coquette somme de 6 millions de dollars, en empochant lui-même 2 millions de dollars. Ce n'est pas si mal pour un homme qui débute. Mais la véritable célébrité est venue avec sa prochaine grande initiative, une société de radio-internet appelée AudioNet, qui s'est ensuite transformée en Broadcast.com. Cuban a pris les rênes en 1995 et a fait du site le lieu de prédilection pour la diffusion en continu de matchs sportifs, de conventions politiques et d'autres grands événements. En 1999, Yahoo a racheté Broadcast.com pour la coquette somme de 5,7 milliards de dollars en actions et Mark Cuban a empoché 1 milliard de dollars lorsqu'il a vendu ses actions. Se sentant bien dans sa peau, M. Cuban a décidé qu'il était temps de faire des folies. Comme tout milliardaire qui se respecte, il a acheté un jet d'affaires Gulfstream 5 pour 40 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais ce qui est vraiment remarquable, c'est la façon dont il l'a acheté en ligne. Oui, il détient toujours le record du monde Guinness de l'achat en ligne le plus important jamais réalisé. Il n'y a pas de problème de confiance. Après avoir obtenu son jet, Cuban s'est dit « Pourquoi ne pas acheter mon équipe préférée de la NBA ?» C'est ainsi qu'en 2000, il s'est emparé des Dallas Mavericks pour 285 millions de dollars. Naturellement, il est devenu un personnage incontournable du terrain, encourageant avec passion et laissant parfois échapper quelques mots à l'encontre des équipes adverses et des arbitres. C'est compréhensible. Le sport est une activité à forte dose d'adrénaline et d'émotion, surtout lorsque l'on est propriétaire de l'équipe. Mais l'enthousiasme de M. Cuban lui a coûté cher, au sens propre du terme. Il a accumulé des millions d'amendes pour son langage coloré. Rien qu'en 2018, il a écopé d'une amende de 600 000 dollars pour avoir injurié un arbitre. Vous savez que vous êtes riche quand vos jurons pourraient acheter une Rolls-Royce. Mais les frasques de Cuban ne se limitent pas au terrain. Il s'est forgé une solide réputation dans d'autres domaines. Il y a près de 10 ans, Mark Cuban a décidé de mettre son sens de l'humour à profit, lorsque Donald Trump a proposé à l'ancien président Barack Obama de donner 5 millions de dollars à n'importe quelle organisation caritative de son choix s'il révélait ses relevés de notes universitaires et ses demandes de passeport. Mark Cuban ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas apprécié la plaisanterie et a répliqué avec sa propre offre. Il donnerait 1 million de dollars à n'importe quelle organisation caritative choisie par Trump si ce dernier se rasait les cheveux. Et honnêtement, j'ai envie de voir cela se produire. En parlant d'œuvres caritatives, Cuban et sa femme, Tiffany Stewart, ont été incroyablement généreux au fil des ans. En 2017, lorsque l'ouragan Maria a dévasté Porto Rico, il a prêté son avion à Gigi Barea, originaire de Porto Rico, pour acheminer de la nourriture, de l'eau et des fournitures sur l'île. Malgré ses dépenses somptuaires occasionnelles, M. Cuban conserve souvent une mentalité frugale. Par exemple, il insiste pour acheter des articles en vrac, en particulier des produits essentiels comme les rasoirs et le dentifrice. Il prône également l'indépendance financière, encourageant les gens à rembourser leurs dettes et à épargner 6 mois de revenus. Plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsque la plupart des gens vivent au jour le jour. Mais cela vaut quand même la peine d'essayer. L'homme qui a cassé la Banque d'Angleterre. Les politiciens de droite l'appellent le croque-mitaine. Elon Musk le compare à Magneto en disant qu'il hait l'humanité et qu'il veut éroder le tissu même de la civilisation. Mais cet homme d'origine juive se moque bien des noms. Comme beaucoup d'autres, il a eu une influence significative sur le développement de l'Amérique. George Soros, qui s'appelait à l'origine György Schwarz, György Schwarz, est né le 12 août 1930 à Budapest, en Hongrie. Sa famille, juive et aisée, a changé son nom en Soros pour échapper à l'antisémitisme rampant en Hongrie à l'époque.
Soros a gagné de l'argent en dirigeant le Quantum Endowment Fund, qui était autrefois le plus grand fonds spéculatif du monde. Aujourd'hui, il vaut 6,7 milliards de dollars, après avoir fait don de 32 milliards de dollars à son Open Society Foundation. Même si George Soros n'est pas un homme tape à l'œil, il sait comment tirer le meilleur parti de ces 6,7 milliards de dollars. Soros et sa famille possèdent plusieurs maisons, dont une superbe propriété à Southampton, où il a fêté son 80e anniversaire en 2010. Avec son ex-femme, Susan Weber, il possédait une somptueuse maison de ville au 116 East 70th St. dans l'Upper East Side. Aujourd'hui, il jouit d'un duplex sur la 5e avenue de Manhattan, avec une vue imprenable sur le réservoir de Central Park. En outre, il possède un joli complexe résidentiel à Katonah, dans l'État de New York. Outre l'exploit impressionnant de diriger ce qui fut un jour le plus grand fonds spéculatif du monde, George Soros a réussi un exploit spectaculaire en 1992. Il s'est illustré en pariant contre la livre sterling, prédisant que la position de la Grande-Bretagne dans le mécanisme de change, MCE, était instable et que le pays devrait dévaluer sa monnaie ou quitter le système. Par l'intermédiaire de sa société, Quantum Endowment Fund, Soros a emprunté et vendu des milliards de livres. Il a ensuite utilisé le produit de ces ventes pour acheter d'autres devises, créant ainsi une demande massive pour ces devises et inondant le marché de livres. Cette manœuvre a fait chuter la valeur de la livre. Son action audacieuse lui a rapporté plus d'1 milliard de dollars et lui a valu le surnom de « l'homme qui a cassé la Banque d'Angleterre ». Avant de devenir milliardaire, George Soros travaillait à la banque d'affaires londonienne Singer & Friedlander. En 1956, il s'est installé à New York et a commencé à se faire une place dans le monde de la finance. Toutefois, Soros n'est pas seulement connu pour sa réussite financière aux États-Unis. Il est également une figure très controversée de la politique américaine. Certains le considèrent comme un philanthrope et un défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. D'autres le considèrent avec suspicion et l'associant à diverses théories du complot. Ses actions et son héritage sont interprétés très différemment selon les opinions politiques de chacun. George Soros étant un personnage controversé, il a fait l'objet de diverses attaques, tant de la part des médias que de menaces plus directes. Un horrible incident s'est produit dans son manoir de Katonah, dans l'État de New York, lorsque quelqu'un qui n'aimait pas ses opinions politiques a tenté de placer un explosif dans sa boîte aux lettres. Heureusement, le FBI a désactivé la bombe avant qu'elle ne puisse causer le moindre dommage. Malgré ces menaces, Soros est toujours en vie et fêtera son 94e anniversaire dans quelques semaines. Avez-vous par hasard tapé quelque chose sur Google aujourd'hui? Vous l'avez probablement fait, mais vous ne connaissez peut-être pas l'incroyable histoire de l'un de ses cofondateurs et la façon dont Google a vu le jour. Les deux cofondateurs, comme nous le savons tous, sont Sergey Brin et Larry Page. Mais nous allons nous concentrer sur l'un d'entre eux, Sergey. Sergey est né en Russie en 1973 de parents juifs qui ont été victimes d'une forte discrimination sous le régime soviétique. En 1979, sa famille s'est réfugiée aux États-Unis alors que Sergey n'avait que 6 ans. Il a fait preuve d'un talent naturel pour les mathématiques et a obtenu une licence en mathématiques et en informatique à l'Université du Maryland. Il a ensuite suivi un programme de doctorat en informatique à l'Université de Stanford, où il a rencontré Larry Page en 1995. Alors qu'ils effectuaient des recherches sur l'extraction de données et l'architecture de l'Internet, Sergey et Larry ont commencé à travailler ensemble sur une nouvelle technologie révolutionnaire de moteur de recherche. Cette idée révolutionnaire est devenue la base du moteur de recherche Google. Ils ont fondé Google Inc. en 1998 et ont lancé Steve Ballmer. Steve Ballmer est peut-être le milliardaire non fondateur le plus célèbre et le plus riche. Il était l'employé numéro 20 de Microsoft. Mais grâce à ses participations dans Microsoft, il figure actuellement sur la liste des 10 personnes les plus riches du monde. Bro est plus riche que les fondateurs d'entreprises très prospères. Vous vous souvenez de Bloomberg? Ballmer est bien plus riche. Il y a aussi Michael Dell de Dell et même les Walton de Walmart. Il est encore plus riche. Le plus étonnant, c'est qu'à ses débuts, rien ne laissait présager que Steve Ballmer deviendrait richissime. Steve Ballmer a tout simplement rejoint Microsoft parce qu'il était ami avec Bill Gates, le fondateur de Microsoft, à Harvard, où ils étudiaient tous les deux. Il a quitté son emploi stable chez Procter & Gamble pour rejoindre Microsoft, qui était à l'époque une toute nouvelle start-up. À son arrivée, Ballmer découvre qu'il n'a même pas de bureau et qu'il doit se contenter du canapé situé près du bureau de Bill. Mais Ballmer ne s'en est pas soucié. Après avoir passé 1 an chez Microsoft à diriger les activités de l'entreprise dans le domaine des systèmes d'exploitation, il s'est rendu compte que Microsoft pourrait devenir beaucoup plus précieuse qu'elle ne l'était à l'époque. Il a vu que IBM ne contrôlait plus le marché des PC, mais que Microsoft le contrôlait, ce qui pourrait se traduire par d'énormes profits à l'avenir. À ce moment-là, Ballmer a tout misé sur Microsoft.
Il a emprunté tout ce qu'il pouvait sur ses actions Microsoft, ses stock options et toutes ses autres possessions, et a utilisé chaque centime pour acheter davantage d'actions Microsoft. Au total, Ballmer a investi 50 millions de dollars dans les actions de la société. Et il s'est accroché à l'action même lorsqu'elle avait atteint un plateau. Ballmer a été PDG de Microsoft de 2000 à 2014, une période où l'action n'a pas donné d'excellents résultats. Mais même si tout le monde, y compris le fondateur de Microsoft Bill Gates, vendait ses actions. Microsoft, Ballmer a conservé les siennes. Heureusement, après que Satya Nadella est devenu le PDG de Microsoft en 2014, l'action de Microsoft a commencé à augmenter et a donné des rendements incroyables au cours de la dernière décennie. En conservant ses actions Microsoft, Ballmer vaut aujourd'hui 131,7 milliards de dollars et est l'un des hommes les plus riches du monde. Depuis qu'il a quitté le monde de la technologie, M. Ballmer consacre son énergie à son équipe de basketball bien-aimée, les Clippers de Los Angeles, qu'il a racheté pour 2 milliards de dollars. Michael Dell. Michael était un nerd typique. Il aime bricoler et découvrir de nouvelles choses. À l'âge de 15 ans, il a acheté l'un des premiers ordinateurs Apple et l'a démonté pour voir s'il pouvait le remonter. Alerte au spoiler, il le pouvait, mais il ne pouvait pas dépasser l'écran de démarrage. Au lycée, il a commencé à vendre des abonnements à des journaux et, après avoir trouvé une nouvelle clientèle, il a gagné 18 000 dollars en un an. Malgré sa passion pour l'informatique, il s'inscrit en 1983 à l'Université du Texas, à Austin, en tant qu'étudiant en médecine. Pendant son temps libre, il a mis à niveau des PC et les a vendus depuis sa chambre d'étudiant, réalisant un chiffre d'affaires stupéfiant de 180 000 dollars au cours de son premier mois d'activité. Il a officiellement lancé sa société en 1984 sous le nom de PCs Limited, devenant rapidement l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du pays, avec un chiffre d'affaires de plus de 6 millions de dollars la première année. En changeant le nom en Dell Computer Corp. En 1987, les ventes ont continué à monter en flèche. Dell fait son entrée en bourse en 1988, ce qui lui permet de lever 30 millions de dollars et de gagner 18 millions de dollars. En 1992, à seulement 27 ans, il devient le plus jeune PDG à diriger une entreprise du classement Fortune 500. Comme beaucoup d'autres millionnaires et milliardaires, Dell a décidé de s'offrir des propriétés de luxe. Il s'est ainsi offert une maison de 33 000 pieds carrés, située juste à l'extérieur d'Austin, que les habitants de la région appellent le château. Elle comprend 8 chambres, 13 salles de bain, des cours de tennis, des piscines intérieures et extérieures, ainsi qu'une vue imprenable sur le lac d'Austin. Il possède également un ranch moderne dans les collines avoisinantes, d'une superficie de 6 388 pieds carrés, où la famille élève des chevaux arabes. Sans oublier une maison néoclassique de 4 étages sur l'île exclusive d'Anguilla, dans les Caraïbes. Mais leur lieu de vacances préféré? Il s'agit de la Raptor Residence, un complexe tentaculaire de 7 chambres à coucher réparties sur 18 500 pieds carrés et 4,3 acres de front de mer à Kukyo, à Hawaï. On dit qu'elle vaut la bagatelle de 73 millions de dollars. Dell a tellement aimé le Four Seasons Resort Wailea à Hawaï qu'il a fini par acheter l'ensemble de l'établissement. L'hôtel, le centre de villégiature, tout sauf les résidences privées. Il en partage même la propriété avec Rob Walton, le milliardaire de Walmart. Et qu'est-ce qu'un milliardaire sans une belle collection de voitures? À une époque, Dell possédait une Porsche Boxster 2004, une Porsche Carrera GT et un Hummer H2. En tant qu'homme très occupé, Michael Dell a déjà possédé un Gulfstream V, mais il a finalement opté pour un Boeing Dreamliner 787 en 2013. Cet avion privé est très utile lorsque Michael et Suzanne doivent s'occuper des affaires de leur organisation à but non lucratif. Larry Ellison. Larry Ellison est un homme intéressant. Pour le bien de la connaissance, je vais dire ceci. Bro a une valeur nette d'environ 169,7 milliards de dollars. Mais vous n'avez même pas eu besoin d'entendre cela, car l'un de ses passe-temps favoris est quelque chose que vous et moi ne pouvons probablement pas faire. Vous savez que vous avez de l'argent quand l'un de vos passe-temps favoris est la course de yacht. Voici un aperçu de sa vie. Alors qu'il n'avait que 9 mois, Larry a attrapé une pneumonie. Sa mère l'a donc envoyé à Chicago chez son oncle et sa tante, Lillian et Louis Ellison. Louis, un immigrant russe, est devenu son père adoptif et lui a donné le nom d'Ellison. Larry a grandi dans le quartier sud de Chicago et y a fait ses études secondaires. Il a commencé à étudier à l'université de l'Illinois, mais lorsque sa mère adoptive est décédée au cours de sa 2e année, il a abandonné ses études. Il a réessayé l'université, mais a quitté l'établissement après un seul semestre. Après avoir déménagé de Chicago en Californie, Larry est passé d'un emploi à l'autre, travaillant pour des sociétés telles que Wells Fargo et le fabricant d'ordinateurs Centro Amdahl, où il a perfectionné ses compétences en programmation. Inspiré par les théories d'Edgar F. Codd, informaticien chez IBM sur les bases de données relationnelles, il fonde sa propre société, Ellison & Company, avec un financement de 2 000 $.
En 1979, la société est rebaptisée Relational Software Inc. Et en 1982, elle devient Oracle Systems Corp, du nom de son produit phare. En 1999, Mark Benioff, protégé de Larry Ellison, a quitté Oracle pour créer Salesforce.com. Ellison soutient la nouvelle entreprise de son ami en investissant 2 millions de dollars. Cependant, les choses se sont tendues lorsque Benioff a découvert qu'Oracle développait un produit en concurrence directe avec Salesforce. Benioff voulait qu'Ellison quitte le conseil d'administration de Salesforce, mais Ellison l'a forcé à le licencier, ce qui a permis à Ellison de conserver ses parts. Maintenant que Salesforce vaut environ 267 milliards de dollars, Ellison bénéficie d'avantages financiers, même lorsque ses concurrents réussissent. Cette dynamique a donné lieu à une relation d'amour-haine entre les deux hommes, qui se lancent fréquemment des pics publics l'un à l'autre. Au début des années 2000, les nouvelles entreprises .com avaient besoin de bases de données, et Oracle était prêt à les leur fournir. Malgré l'effondrement de la bulle Internet, Oracle en est sorti plus fort, grâce à des acquisitions stratégiques et à la demande croissante de solutions logicielles. Par exemple, en 2005, Oracle a acquis le fournisseur de logiciels de ressources humaines, PeopleSoft, pour 10,3 milliards de dollars. Puis, en 2010, Oracle a racheté Sun Microsystems, une société de serveurs fondée la même année qu'Oracle, 1982, ce qui a permis à Oracle d'accéder à des technologies essentielles, notamment la populaire base de données MySQL. Avec Ellison comme actionnaire principal d'Oracle, sa fortune a continué à croître, lui permettant de s'adonner à des passe-temps coûteux comme la course de yacht. Ses investissements stratégiques et la croissance d'Oracle l'ont conforté dans sa position de personnalité la plus riche et la plus influente du secteur technologique. C'est Ellison qui fait son truc préféré. C'était une course de yacht en 1995. Au fil des ans, M. Ellison a développé un goût prononcé pour le luxe. Il s'est constitué une impressionnante collection de montres Richard Mille, dont le prix commence à 6 chiffres et peut atteindre plus d'1 million de dollars. En 2009, il a même acheté le tournoi de tennis d'Indian Wells pour un montant estimé à 100 millions de dollars. Warren Buffett. Warren Buffett est le PDG du géant de l'investissement Berkshire Hathaway. On ne soupçonne pas qu'il vaut 135,6 milliards de dollars, compte tenu de son mode de vie modeste et frugal. Né dans le Nebraska en 1930, Buffett a fait preuve d'un don pour l'investissement dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu une maîtrise en économie, il a créé Buffett Partnership Limited en 1956. Son style d'investissement intelligent et axé sur la valeur lui a permis d'obtenir des rendements réguliers et impressionnants année après année. En 1965, il a pris le contrôle de l'entreprise textile en difficulté Berkshire Hathaway et l'a transformée en société holding pour acheter des actions et des entreprises entières. Grâce au leadership de Buffett, au cours des 50 dernières années, Berkshire Hathaway est devenue l'une des plus grandes entreprises publiques au monde. À 90 ans, Buffett dirige toujours Berkshire Hathaway, qui possède plus de 60 grandes entreprises telles que Geico, Duracell et Dairy Queen. Surnommé l'Oracle d'Omaha, les compétences de Buffett en matière d'investissement ont fait de lui un milliardaire à plusieurs reprises. Sa nature terre-à-terre et sa générosité lui ont également valu des admirateurs dans le monde entier. L'histoire de Buffett prouve que la patience, la sagesse et l'éthique peuvent mener au succès dans les affaires. Il est une véritable icône américaine. Je suppose donc que si ces personnes ont autant d'influence, c'est grâce à leur immense richesse. Est-il sain d'avoir autant d'argent? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à travailler, les gars. Au fait, si vous avez aimé la vidéo, regardez ces deux-là sur vos écrans. N'oubliez pas non plus d'aimer et de partager. Merci d'avoir regardé.